Quelque 200 000 personnes ont été tuées dans une guerre terrestre qui se déroule actuellement en Europe. Il s'agit de la guerre en Ukraine. Cette guerre à grande échelle se déroule depuis 2 ans. Mais ses antécédents remontent en réalité à au moins une décennie. Nous vivons une époque historique en raison de ce conflit, mais c'est parfois facile de l'ignorer, parce que le conflit s'éternise. Pourtant, le monde est en train de changer et cela mérite notre attention. Aujourd'hui, je vais me pencher sur cette guerre, à la fois en prenant du recul et aussi en l'examinant en plus de détails. L'une des façons les plus importantes dont cette guerre en Ukraine transforme le monde, c'est la façon dont elle est en train de transformer l'Europe. Le continent est en train de vivre un changement historique, qui pourtant est arrivé petit à petit. Or, en l'espace de 2 ans, nous avons déjà assisté à des changements révolutionnaires. Le jour même de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, il y a 2 ans, le rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury, a écrit « La nation la plus importante à observer en ce moment est l'Allemagne. Comment réagira-t-elle à la guerre de Poutine contre l'Ukraine ? Cette guerre contre l'Ukraine va accélérer la montée en puissance du Saint-Empire romain prophétisé, dirigé par l'Allemagne. Pendant des décennies, nous avons annoncé comment la Russie va transformer l'Europe. Voici ce que Herbert Armstrong a dit en 1982. Now, one of the great things that is urging Europe on, and perhaps the greatest thing that will cause them to hurry and get together on this, is their fear of what's going on in the Kremlin and the Soviet Union. And Andropov is frightening them. And that is going to rush them. They are losing confidence in the United States as having a military umbrella over them to protect them. And they want their own military force to protect themselves. That's the way they feel over there. Now, that is a chief incentive to unite them, and that is taking place. En 2008, M. Fleury a posé la question. Une crise surviendra-t-elle en Ukraine ? Cette région est le grenier à blé de la Russie et Moscou est certainement prête à faire la guerre pour elle aussi. Nous avons vu cela se passer exactement comme il l'a dit. Puis, en 2017, il a écrit « La crise en Ukraine se poursuit et les États-Unis restent inconscients. Cependant, l'Europe en est profondément alarmée. Les changements que cette crise provoquera en Allemagne et en Europe ébranleront toutes les nations. En 2022, dès que l'invasion a eu lieu, l'Allemagne a réagi de manière spectaculaire, le chancelier Olaf Scholz annonçant un changement massif au sein de la Bundeswehr, en l'occurrence un nouveau fonds de 100 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, j'ai voulu prendre du recul et répondre à la question suivante. Ces déclarations de M. Fleury et de M. Armstrong se sont-elles avérées exactes ? Dans quelle mesure l'Europe a-t-elle déjà changé en raison de ce conflit ? Et pour m'aider à le faire, je suis accompagné aujourd'hui par Josué Michels. Bonjour Josué, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce que nous allons faire, c'est de présenter 10 façons dont l'Europe a été changée par l'invasion russe de l'Ukraine. Nous expliquerons chacun une façon dont l'Europe a été changée et en discuterons un peu. Je pense que, tout comme nous, vous serez impressionnés par l'ampleur des changements que ce conflit a déjà entraînés en Europe. Avant de nous lancer dans nos 10 points, avez-vous une première réflexion sur ce sujet, Josué ? Pour moi, c'est révélateur de simplement regarder les informations et voir comment les gens réagissent. Comme vous vous en souvenez, la Russie amassait ses troupes autour de l'Ukraine pendant des jours et des semaines. Mais lorsque l'attaque est finalement survenue, les gens ont été choqués, en particulier les Allemands. Les gens se demandaient comment cela pouvait se produire, car nous avons connu des décennies de paix. Nous coopérons avec la Russie depuis si longtemps, mais la première réaction du peuple allemand, des gens ordinaires, a été la peur. Ils ont été stupéfaits parce que, tout d'un coup, il y a une guerre à grande échelle qui fait rage sur le continent, et cette peur a transformé l'Allemagne plus que toute autre chose. Mais il y a eu aussi quelque chose de très inhabituel. Les pays d'Europe de l'Est se sont tournés vers l'Allemagne en particulier. La Pologne a vu son espace aérien sécurisé par des avions allemands, ou a reçu d'autres formes d'aide. La Roumanie et d'autres pays se tournaient vers l'Allemagne d'une manière inhabituelle, car c'était un moment de peur, et on ne savait pas à l'époque si l'Ukraine allait tomber en quelques jours. Et si c'était le cas,
Que ferait la Russie ensuite? Les gens avaient tout simplement peur à ce moment-là. Je pense que c'est un point très important, et cela ne figure peut-être pas dans notre résumé des 10 points, parce que nous examinons la façon dont l'Europe a changé. Ce que nous avons vu dans les jours qui ont suivi l'invasion, c'est ce que les gens font en cas de crise. Et le fait que dans cette crise, tout le monde se tourne vers l'Allemagne, eh bien c'est vraiment révélateur. Nous avons compris que l'Europe se tourne vers l'Allemagne pour sa défense. Mais c'est aussi un très bon point, car nous voyons que lorsqu'une nouvelle crise survient, vous verrez que tout le monde se tournera immédiatement vers l'Allemagne une fois de plus. Et je pense que c'est pourquoi ce sujet vaut la peine d'être abordé. Sur Trumpet World, nous regardons souvent vers l'avenir. L'émission existe pour parler de la prophétie biblique et ce qui va se passer ensuite. Mais parfois, cela signifie que nous n'apprécions pas tout ce qui s'est déjà passé. Et je pense qu'il est important de revenir en arrière pour voir tout ce qui s'est déjà passé. Ainsi, on est plus conscient de comment la prophétie progresse. Les choses dont nous discutons sont déjà en train de se réaliser, et nous n'avons pas à attendre. Beaucoup de choses dont nous avons parlé et dont Herbert Armstrong parlait il y a des décennies se sont déjà produites. À bien des égards, nous ne sommes pas en train d'attendre la réalisation de ces prophéties. Nous sommes en plein cœur de ces accomplissements prophétiques. Et je pense que c'est ce que nous espérons vraiment souligner aujourd'hui. Voulez-vous commencer par votre premier point, la première façon dont nous avons vu l'Europe changer en réponse à cette situation? Bien sûr. Premièrement, parlons de l'augmentation massive des fonds de l'armée allemande. Avec ce point, il y a des gens qui cherchent à marginaliser cette réalité. Mais en fait, il s'agit d'une somme très importante. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a annoncé que l'Allemagne allait disposer d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour son armée. À l'époque, l'Allemagne consacrait 50 milliards d'euros à son budget de défense. Il s'agit déjà de l'une des plus importantes dépenses militaires au monde. L'Allemagne est l'une des plus grandes économies du monde et a accès à la meilleure industrie militaire du monde, tant aux États-Unis qu'en Europe. Ils ont donc déclaré la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros, en plus du fonds de défense, afin d'augmenter nos forces armées. L'Allemagne est parfois comparée à Israël parce qu'elle possède l'une des forces armées les plus modernes et qu'elle a accès à la technologie occidentale. Or, Israël ne dépense qu'environ 23 milliards d'euros à l'époque, en 2022, lorsque cette annonce a été faite. 23 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais cela ne représente que la moitié du budget de défense de l'Allemagne. Mais considérez ce qu'Israël peut faire avec ce budget de défense. Il doit défendre ses frontières en permanence. Il doit se défendre contre les attaques à la roquette en permanence. Il doit maintenir une armée active en permanence. L'Allemagne n'est confrontée à rien de tout cela. Elle n'a pas été envahie depuis des décennies. Elle n'a pas à faire face à une puissance hostile sur ses frontières. En fait, elle coopère militairement avec tous les pays qui l'entourent. Elle partage sa technologie militaire. Alors, 100 milliards, pour simplement augmenter son budget de défense, c'est une somme importante. Et je pense qu'un autre pays avec lequel nous pouvons comparer l'Allemagne, c'est la Russie elle-même. Les dépenses de défense de la Russie ont bien sûr connu une véritable explosion au cours des 2 dernières années. Mais avant cela, en 2021, la Russie dépensait environ 65 milliards d'euros pour ses forces armées. L'Allemagne dépensait environ 55 milliards. Si l'on ajoute le fonds spécial de 100 milliards d'euros et toutes les dépenses supplémentaires de l'Allemagne, soudain, cette dernière dépense plus sur la défense que la Russie. La Russie avait fait trembler le monde entier en raison de ses dépenses. Elle est le véritable centre mondial de la pensée anti-américaine ou anti-occidentale. L'Allemagne dépense aujourd'hui plus que ce que la Russie dépensait auparavant. Il s'agit là d'un changement considérable. Et il faut remarquer aussi le changement d'équilibre entre la France et l'Allemagne. Par le passé, l'Allemagne était la puissance économique de l'Europe. Elle a l'argent, mais la France a l'armée. Et la France des deux est celle qui dépense le plus sur le plan militaire. La France a toujours les vestiges d'un empire et possède toutes ses bases militaires en Afrique du Nord. Je pense que cette situation a quand même évolué depuis l'invasion de l'Ukraine, car l'Allemagne assume davantage le leadership militaire de l'Europe. Elle a plus facilement l'argent à dépenser que la France. La France est actuellement dans une sorte de chaos, en partie à cause de son budget. Elle n'a pas de Premier ministre.
Elle est en difficulté et doit réduire ses coûts. L'Allemagne est en train de devenir le leader financier. La France est en train de se faire expulser de ses bases africaines. Elle a de gros problèmes en Afrique du Nord et dans ses anciennes colonies. Nous assistons donc à un affaiblissement du leadership militaire français au profit de l'Allemagne, ce qui, je pense, n'était pas nécessairement un résultat auquel on s'attendrait suite à l'invasion russe de l'Ukraine. C'est un moment transformateur pour l'Europe, comme nous n'en avons pas connu même pendant la guerre froide, parce qu'il n'y avait pas de guerre sur le continent. La France a également augmenté son budget militaire, mais elle ne dispose tout simplement pas des ressources nécessaires. Elle doit disposer de bases militaires dans le monde entier et doit maintenir un arsenal nucléaire en même temps. L'Allemagne peut donc investir différemment. Et cette dimension européenne est importante, surtout ce changement d'équilibre que vous avez évoqué. En 2022, les dépenses de défense combinées de l'UE s'élevaient à 240 milliards d'euros, soit 260 milliards de dollars. Notre graphique est en dollars. En 2023, 300 milliards de dollars. Donc déjà une augmentation de 40 milliards en un an. Et puis 2024, l'Union devrait dépenser 378 milliards. Donc, en 2 ans seulement, nous sommes passés de 260 milliards à 380 milliards, soit une augmentation de 50% des dépenses de défense, ce qui est énorme. À l'époque, on disait quasi sérieusement que la Pologne était en train de devenir une superpuissance militaire, parce que la Pologne s'était lancée dans une frénésie d'achat. Elle a acheté quelques milliers de chars moins chers et plus anciens à la Corée du Sud. Elle a acheté des centaines de chars Abrams américains dernier cri, des avions de chasse F-35, un nouveau système de défense aérienne. La Corée du Sud est aujourd'hui le pays de l'OTAN qui dépense le plus dans le domaine militaire, en proportion de son économie. Je pense que les dernières dépenses militaires de la Pologne avoisinent les 4%. L'Allemagne a donc pris l'initiative en dépensant plus sur le plan militaire, mais beaucoup d'autres pays ont emboîté le pas. Et un autre élément à considérer, c'est qu'une nation qui est une puissance militaire depuis longtemps, comme les États-Unis, doit tester et stocker en permanence ses technologies. Les États-Unis, par exemple, doivent entretenir leur stock militaire, y compris stocker certaines de ces armes pendant de nombreuses années. Tous ces coûts de stockage s'additionnent, ainsi que les coûts des bases militaires. L'Europe en a profité. Elle n'a pas eu à faire toutes ces choses parce qu'elle avait le parapluie militaire de l'Amérique. Et maintenant, l'Europe achète ses équipements américains. Ces armes qui ont déjà été testées, qui ont été développées au cours des années. Donc, soudain, l'Europe peut mettre sur pied une véritable puissance militaire. Au risque d'englober tout dans notre premier point et de ne rien laisser pour la suite, je pense qu'il faut aborder une autre chose sur ce sujet. Au cours de la première année du conflit en Ukraine, des pays comme les anciens pays soviétiques, par exemple la Pologne, la Roumanie, peut-être la République tchèque ou la Slovaquie, ils avaient tout un tas d'équipements soviétiques. Ils ont ensuite adhéré à l'OTAN et disposent maintenant de nouveaux équipements de l'OTAN. Et bien sûr, tous les équipements de l'OTAN sont conçus pour fonctionner ensemble. Mais les anciens MiG soviétiques et d'autres appareils de ce genre ne le sont pas. Ils ont donc donné à l'Ukraine une grande partie de ces anciens équipements soviétiques et l'ont remplacé par de l'équipement américain plus récent, souvent celui de l'OTAN. Ainsi, l'Europe de l'Est a très rapidement procédé à une mise à niveau de ses forces armées. Ils ont donné ces vieux équipements à l'Ukraine, ce qui a aidé l'Ukraine. L'armée ukrainienne est devenue plus puissante, mais ce sont toutes les armées de l'Europe de l'Est qui sont également devenues plus puissantes, en grande partie grâce aux États-Unis. Je pense que certains de ces prêts devront être remboursés, mais je pense qu'une grande partie de cette aide a été présentée comme une aide à l'Ukraine, et que les États-Unis accordaient à ces pays des remises très importantes. Il s'agissait donc d'un renforcement immédiat de la capacité militaire de la quasi-totalité de l'Europe de l'Est. Et en fait, l'Allemagne a fait quelque chose de très similaire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas envoyer d'armes à l'Ukraine. On a justifié cela en disant que Kiev ne savait pas maîtriser la technologie, quelque chose de ce genre qui s'est avéré faux. Mais ils ont dit à la Pologne, à la Hongrie et à d'autres pays européens, envoyez vos chars soviétiques à l'Ukraine. Puis, ces pays ont reçu des appareils occidentaux et pouvaient alors coopérer avec l'armée allemande. Donc, le premier changement a été une augmentation massive des dépenses militaires en Europe. Mais passons au deuxième point,
dont on parle beaucoup depuis le début de ce conflit. C'est la guerre nucléaire. Dans un conflit entre deux pays voisins, dont l'un ne dispose pas d'armes nucléaires, on parle pourtant si souvent de la guerre nucléaire. Il y a beaucoup de craintes qui ont été suscitées face à la perspective d'une guerre nucléaire, et aussi, il y a beaucoup plus de discussions sur l'obtention d'armes nucléaires par des pays tiers, ce qui est tout à fait remarquable, car il s'agit en fait de presque toute l'Europe qui envisage de détenir des armes nucléaires. Si les choses tournent vraiment mal, la Russie aura-t-elle recours aux armes nucléaires? Et je pense que certaines de ces discussions sont toujours en cours. C'est toujours une possibilité, car vous voyez l'Ukraine envahir le territoire de la Russie. Mais la Russie utilise aussi, je crois, des missiles Iskander et des missiles hypersoniques Kinjal. Je mets hypersonique entre guillemets, car je ne suis pas sûr qu'ils soient réellement hypersoniques à ce stade. Certains éléments indiquent qu'ils ne sont pas aussi performants que le prétend la Russie. Mais la Russie a utilisé des missiles capables de transporter ogives nucléaires sans pour autant les équiper, ce qui inquiète beaucoup les gens, car l'on ne sait pas si le prochain barrage de missiles portera des ogives nucléaires. Les missiles à courte portée suscitent de vives inquiétudes, parce qu'ils sont capables de transporter des armes nucléaires. Un missile balistique intercontinental va jusqu'à l'espace et redescend. Cela vous donne un certain temps pour réagir. Tandis que les missiles à courte et moyenne portée ont une trajectoire de vol très différente et vous avez donc beaucoup moins de temps pour décider s'il s'agit d'une attaque nucléaire ou d'autre chose. Il y a donc eu beaucoup de discussions sur les armes nucléaires, surtout entre la France, l'Allemagne et peut-être la Pologne. La Pologne étant la plus proche de la Russie, ainsi que certains de ses États baltes, ils sont les plus exposés et ont donc de vives inquiétudes. C'est pourquoi le président polonais a indiqué dans une interview du 22 avril qu'il serait prêt à accueillir des armes nucléaires américaines. Je pense que ce n'est pas une coïncidence si, 5 ou 6 jours plus tard, le président français, Emmanuel Macron, a présenté sa solution consistant à disposer d'une force de dissuasion nucléaire européenne indépendante des États-Unis. Et il a déclaré que la France était prête à contribuer davantage à la défense de l'Europe. Si vous regardez l'Union européenne, de nombreux pays de l'UE possèdent des armes nucléaires américaines. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les discussions sur ces armes, voire sur le fait de former les gens à leur utilisation, se sont intensifiées. Vous avez donc l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Turquie, je crois, qui ont tous entre 150 et 200 bombes nucléaires américaines dans des bases sur leur territoire. Pendant ce temps, la France a proposé de fournir le parapluie nucléaire et d'être ainsi indépendante des États-Unis. Il s'agirait là d'une rupture symbolique importante. Ces bombes nucléaires sont entreposées dans des bases militaires allemandes, turques et italiennes depuis des décennies. Il me semble presque certain que les autorités qui contrôlent ces bombes auront désormais la capacité de les utiliser sans l'autorisation de l'Amérique. Mais il y a toujours cette sorte de symbole qui suggère qu'ils dépendent de l'Amérique in extremis pour leur survie ultime. Si tout s'écroule, c'est l'Amérique qui nous fournira nos bombes nucléaires. C'est pourquoi il est très fascinant de voir Emmanuel Macron essayer de rompre avec Washington et de dire non, nous voulons être indépendants des États-Unis. Et puis il y a eu beaucoup de discussions internes en Allemagne sur ce qu'il faut faire. Berlin ne veut pas dépendre des États-Unis, alors est-ce que la France a une meilleure idée ? Ou bien l'Allemagne devrait-elle devenir une puissance nucléaire à part entière ? L'autre aspect important de cette affaire est la manière dont l'Allemagne dépense une partie de ses 100 milliards. Une grande partie de cette somme a été consacrée à l'achat d'avions de chasse américains F-35 qui transporteront les bombes nucléaires américaines qui se trouvent en Allemagne. C'est en quelque sorte l'objectif de l'achat de ces avions de combat, ce qui signifie que l'Allemagne dispose d'une capacité nettement supérieure. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai fait des émissions sur les défauts du F-35. Il s'agit d'un système extrêmement coûteux. Il y a eu des problèmes ridicules. On n'a même pas testé la cybersécurité du système qui sert à commander des pièces de rechange, de peur de clouer au sol l'ensemble de la flotte. C'est un problème qui ne devrait pas exister avec des avions de combat haut de gamme. Mais à part cela, il s'agit tout de même d'avions de combat furtifs qui peuvent transporter des bombes nucléaires. Il s'agit d'une amélioration considérable de la capacité de l'Allemagne. Un avion furtif peut transporter des armes nucléaires et cela constitue un moyen de dissuasion. Tout cela,
fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à toutes ces discussions sur la manière de faire face à une guerre nucléaire. Et j'ai presque oublié l'article plus récent, qui nous apprend que l'Amérique stationnera des missiles de moyenne portée en Allemagne. Cela a provoqué un certain émoi en Allemagne. Encore une fois, ils ne portent pas d'ogives nucléaires, mais les missiles à portée intermédiaire font quand même partie de toute cette discussion. Il y a donc une forte augmentation de la peur des Européens face à la perspective d'une éventuelle guerre nucléaire. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée avec des armes nucléaires, et on a souvent dit que la Troisième Guerre mondiale commencera avec elles. Mais dans l'intervalle, ces armes nucléaires ont considérablement évolué et sont devenues beaucoup plus puissantes. Et avec les avions de chasse furtifs et les missiles hypersoniques, leur puissance est bien plus grande aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait que l'Allemagne envisage de fabriquer ses propres bombes. C'est une option. Le ministre allemand de la Défense, Franz Josef Strauß, a déclaré très tôt que le pays avait besoin de ses propres armes nucléaires. Puisque les États-Unis ne voulaient pas voir cela se produire, il a obtenu qu'il stationne des armes nucléaires américaines dans le pays, mais il a ensuite investi dans l'énergie nucléaire. Il y a donc beaucoup d'installations où l'on peut enrichir l'uranium aux fins civiles. Mais l'Allemagne possède certaines des installations d'enrichissement les plus avancées du monde. Donc, si nécessaire, l'Allemagne pourrait facilement enrichir l'uranium jusqu'à la qualité militaire que l'Iran s'efforce d'obtenir. En outre, l'Allemagne a coopéré avec la France dans le cadre du programme nucléaire de cette dernière en élaborant pour Paris un système d'armement nucléaire. Elle a également envoyé des sous-marins à Israël qui seraient capables de transporter des armes nucléaires. Elle dispose donc de certains systèmes qui peuvent être adaptés aux armes nucléaires, comme le F-35. Elle a aussi l'avion de chasse Tornado, qui a été testé avec ses bombes nucléaires américaines. Donc, si vous considérez tous ces éléments, de la fabrication d'une bombe, de l'enrichissement de l'uranium, jusqu'au largage de la bombe, l'Allemagne peut déjà tout faire elle-même. C'est un bon point. L'Allemagne est une puissance nucléaire. C'est presque faux de dire que l'Allemagne n'est pas parmi les puissances nucléaires. Elle a tout ce qu'il faut pour déployer une bombe. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. Car si l'Union européenne assurait la défense nucléaire de ses États membres, comme l'envisage Emmanuel Macron, ce serait un grand pas vers l'unité européenne. Et c'est aussi assez difficile. Mais cela devient de plus en plus possible à faire. Et je pense que cela changerait fondamentalement les relations entre les États membres de l'Europe s'il ne s'agissait plus d'une simple union commerciale, mais que les membres dépendaient de cette union pour leur survie en cas de guerre. Je pense donc que cet aspect est également très important. Mais bien sûr, il n'y a pas que les armes nucléaires. Les achats d'armes conventionnelles ont connu une très forte augmentation au cours des 2 dernières années. Et je crois que c'est votre 3e point, non ? Effectivement. L'Allemagne a acheté certains de ses systèmes d'armement aux États-Unis, mais dans le même temps, elle a été fortement incitée à investir dans son propre pays. L'industrie allemande ou européenne de l'armement fait l'objet d'une plus grande attention, même avec le F-35. Rheinmetall ne s'est pas contenté d'acheter le F-35 aux États-Unis. En fait, la société a coopéré avec les États-Unis pour fabriquer certaines parties de l'avion en Allemagne. L'Allemagne a donc construit une usine pour produire le fuselage central du F-35. L'une des pièces maîtresses de l'avion est en fait de nombreux systèmes d'armement du F-35, cette partie de l'avion, seront produits en Allemagne. Cette usine produira 400 de ces pièces, 400 avions pour l'Allemagne et d'autres pays alliés de l'OTAN. Il s'agit d'une coopération majeure qui résulte de la guerre en Ukraine et de l'attention accrue portée à l'industrie de l'armement. Mais indépendamment de cela, après qu'Olaf Scholz a annoncé ses 100 milliards d'euros, il a également rencontré plus tard l'industrie de l'armement pour voir à quelle vitesse elle pouvait fabriquer ces nouvelles armes. Et Rheinmetall a affirmé être en mesure de produire très rapidement des équipements, des munitions, des hélicoptères et des véhicules armés d'une valeur de 47 milliards d'euros. Rheinmetall est le plus grand fabricant d'armes. Airbus est un conglomérat européen, plus présente dans le secteur militaire aérien, mais aussi dans le secteur civil. Mais le plus grand fabricant allemand est Rheinmetall. Il y a aussi ThyssenKrupp, qui a sa division maritime, qui s'est dit prêt à moderniser la marine allemande. Il y a aussi Hensoldt, qui a proposé une mise à jour pour des systèmes de radar.
Donc, nous avons vu plusieurs fabricants d'armes proposer des améliorations et des augmentations de production d'armes. Ils ont proposé d'augmenter de façon exponentielle notre production d'armes. Et les fabricants ont été déçus de ne pas recevoir autant de commandes qu'ils l'auraient souhaité pour cette centaine de milliards. Mais il s'agit là d'une autre grande histoire. Ils ont même proposé de passer à un régime de production jour et nuit, au lieu de simplement travailler le jour. Ils se sont montrés très enthousiastes. Le redressement des entreprises d'armement européennes a été vraiment remarquable. Et je ne conseille pas aux gens d'utiliser la prophétie biblique pour essayer de devenir riche à la bourse. Mais si vous l'aviez fait, et si vous aviez pris certaines des déclarations de M. Fleury au début de la guerre d'Ukraine, comme conseil d'investissement, vous auriez pu devenir très riche. Regardez par exemple le cours de l'action de Rheinmetall, par exemple. Remontons jusqu'en février 2022, juste avant que Vladimir Poutine n'envahisse l'Ukraine, et il était un peu moins de 100 € par action. Il a atteint environ 550 € par action au début du mois. Le cours de l'action a été multiplié par plus de 5, voire par 6. Cette société a désormais 6 fois plus de valeur qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est vraiment remarquable. Cela s'explique en partie par l'évolution des munitions ou de la production militaire. Et il n'y a pas que ces chiffres, car il y a aussi bien sûr les projets plus visibles comme le F-35 ou les discussions sur le nouveau char d'assaut. Et aussi la production d'obus. La production d'obus de Rheinmetall augmente à un rythme effréné. Avant la guerre en Ukraine, l'entreprise vendait environ 70 000 obus par an. Aujourd'hui, ils envisagent de produire 700 000 obus par an. Ils ont également construit une nouvelle usine en Allemagne. On a commencé la construction de plusieurs usines de munitions. Une autre est prévue en Lituanie. L'objectif est de produire 1,5 million d'obus par an. Nous sommes donc passés de 70 000 à 1,5 million. Et ce n'est qu'une seule entreprise. Toute l'Europe cherche à augmenter sa production de munitions. Il s'agit là de l'essentiel de la construction d'une puissance militaire. Et nous l'avons beaucoup vu dans la guerre en Ukraine, parce que c'est comme les guerres précédentes, où il y avait un grand besoin de chars, de mitrailleuses et de balles. Il suffit d'appuyer sur la gâchette pendant quelques secondes pour que des dizaines et des centaines de balles volent dans les airs. Il faut beaucoup de munitions pour abattre les drones, par exemple, ou pour percer un char. La Russie a dû elle aussi augmenter considérablement sa production. Et c'est ce qui a le plus empêché l'Ukraine d'avancer. Ils ont dû éviter de gaspiller leurs munitions. Les changements opérés par Rheinmetall sont là pour durer. Par exemple, la société a également acheté un fabricant de munitions espagnol. Les commandes qu'elle reçoit l'aident donc à se développer et à s'agrandir. Et bien sûr, elle construit également de nouveaux chars. Il y a le nouveau char Panther. Là aussi, c'est quelque chose qu'ils ont appris de la guerre en Ukraine. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette guerre? Non seulement les besoins en munitions, mais aussi la protection contre les drones et les mines. Donc Rheinmetall tire toutes ces leçons de l'Ukraine et est en mesure de les intégrer immédiatement. Je pense que nous allons nous pencher un peu plus sur la façon dont de nombreux pays dans le monde tirent des leçons de la guerre en Ukraine en ce qui concerne leur production militaire. Notre quatrième point est également en rapport avec certaines des leçons tirées de la guerre en Ukraine, à savoir que nous voyons l'Allemagne réorganiser son armée. Tout a donc commencé assez rapidement. En juin 2022, donc presque au début de la guerre, la ministre allemande de la Défense de l'époque, Christine Lambrecht, a annoncé la création d'un nouveau centre de commandement militaire afin d'unifier les diverses structures de commandement. Vers 2023, l'accent a été mis sur la réduction de la bureaucratie. L'Ukraine a fait prendre conscience aux gens de la nécessité pour l'armée d'être capable d'agir rapidement. Vous ne voulez pas que toute cette paperasserie et toutes ces signatures en 3 exemplaires entravent les choses. Ils se sont donc efforcés de rendre cela plus fluide. En avril de cette année, l'armée du pays a été radicalement remaniée afin d'être préparée à la guerre. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a expliqué comment il voulait rendre l'Allemagne plus apte à la guerre. À l'époque, certains ont écrit qu'il s'agissait d'un choix de mots un peu dérangeant, compte tenu de la culture de prudence militaire qui a longtemps régné dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. Mais M. Pistorius a insisté sur le fait que ces mots étaient les bons. Il a déclaré «
Je suis convaincu que c'est l'un des rares mots qui décrivent vraiment l'impératif de cette situation. Il était en train de réorganiser l'ensemble de l'armée autour de la perspective d'une guerre à grande échelle. Vous avez vu les forces de sécurité intérieure absorbées par l'armée. C'est quelque chose qui a été séparé après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait en quelque sorte de ne pas permettre à un gouvernement potentiel d'utiliser l'armée pour imposer sa volonté à l'intérieur du pays. Et cette séparation s'est érodée petit à petit au fil des ans, même aussi récemment que pendant le Covid ou pendant certaines inondations catastrophiques. Et ils ont dit, eh bien, nous devons nous débarrasser de ces obstacles à l'utilisation de l'armée à l'intérieur du pays afin qu'elle puisse aider à la reconstruction et à la protection des victimes lors d'une inondation. Ou même, je pense qu'il y a eu certaines instances concernant les confinements, si je me souviens bien. C'était pour les mandats de vaccination. Ah oui, d'accord. Alors maintenant, l'Allemagne cherche unifier complètement les forces de sécurité intérieure avec l'armée, car Berlin voit ce qui s'est passé en Ukraine et la façon dont elle s'est défendue. Et je pense qu'un autre résultat fascinant de cette guerre en Ukraine est que l'Allemagne cherche à mettre sur pied un commandement cybernétique en tant que quatrième branche de l'armée. Il y a l'armée, la marine, l'armée de l'air et maintenant le commandement cybernétique. Il s'agit là d'une importance considérable accordée à la guerre cybernétique, qu'aucun autre pays ne possède vraiment. La Chine a, en quelque sorte, sa propre force cybernétique, qui fait partie de ces 5 branches, mais elle comprend également l'espace, la guerre politique et la propagande. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le commandement cybernétique. Donc voilà l'une des leçons que l'Allemagne en a tirées. Boris Pistorius a déclaré que dans presque toutes les situations qu'on a vues lors de la guerre en Ukraine, la capacité de commandement et de contrôle cybernétique ont joué un rôle central pour assurer la victoire. L'Allemagne a donc mis l'accent sur l'intelligence artificielle et le piratage. Nous en avons vu quelques exemples en Ukraine où il s'agit de gagner la guerre de l'information. Et Berlin est de l'avis qu'il faut accorder plus d'importance à cela dans la structure de commandement pour que l'armée allemande soit mieux préparée à la guerre. Alors, à mon avis, le fait même que l'Allemagne prépare davantage son armée à la guerre est une prévision accomplie par rapport à ce dont nous avons parlé dans l'introduction. C'est une façon dont l'armée allemande est en train de changer. Et le rédacteur en chef de la Trompette, Gérald Fleury, a vraiment attiré l'attention sur la potentialité de la guerre cybernétique. Selon nos prévisions à long terme, l'Europe va remplacer le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Occident en tant que leader de l'ordre occidental et en tant que leader du monde, et elle finira par détrôner les États-Unis en tant que superpuissance numéro 1. Et dans l'une des prophéties bibliques où il est question de cela, dans le livre d'Ézéchiel, cela dit « On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. » Il y a un conflit, mais l'armée américaine ne se présente pas. Monsieur Fleury a écrit que la trompette de la guerre retentira en Israël. Et comme nous en avons beaucoup parlé dans cette émission, l'Israël moderne, c'est le Royaume-Uni et l'Amérique, ainsi qu'Israël au Moyen-Orient. Mais il poursuit. Il semble que tout le monde s'attende à ce que notre peuple aille au combat, mais la plus grande tragédie imaginable se produit. Personne ne va au combat, bien que la trompette soit sonnée. Est-ce que ce sera à cause du terrorisme informatique ? Même dans les années 1990, il disait que nous devrions nous attendre à ce que l'Allemagne développe ses capacités de guerre cybernétique, car lorsque la Bible décrit la chute de l'Amérique et de l'Angleterre, cela ressemble beaucoup à la guerre informatique moderne. Et nous avons vu l'Allemagne pivoter pour se concentrer davantage sur cela à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Je pense qu'il s'agit là d'une prophétie très spécifique qui s'est réalisée. Alors, dans l'ensemble, l'Allemagne réorganise son armée, elle se prépare à la guerre, et c'est une partie importante de la façon dont Berlin a réagi à l'invasion de l'Ukraine. Je pense qu'il est vraiment important de souligner ce que vous venez de dire, parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez voir en regardant l'Allemagne de façon superficielle, par exemple le nombre de chars ou d'avons que l'Allemagne possède. Mais d'une certaine manière, c'est plus important que cela, car dans notre monde numérisé, une attaque cybernétique peut changer le champ de bataille. Elle peut changer qui avance et qui n'avance pas. Car si l'Amérique ne peut pas faire la guerre,
Le nombre d'avions qu'elle possède n'est plus important. Peu importe qu'elle ait un char d'assaut de pointe, si elle ne peut pas le mettre en marche. L'Allemagne possède elle aussi des chars de pointe, et il suffit d'une poignée d'entre eux pour avancer, car les civils ne peuvent pas se défendre contre même un de ces chars. Ainsi, pour prendre une ville, vous pouvez la prendre avec un seul char, si aucune de ces technologies militaires ne fonctionne. Et dans le cadre du fonds de 100 milliards, je crois que 16 milliards ont été investis dans la numérisation des forces. C'est un montant énorme pour un seul domaine. Et pour nous, c'est très difficile à mesurer. En fin de compte, vous ne verrez pas des changements évidents a priori. De plus, historiquement, l'Allemagne opère plus secrètement que n'importe quelle autre armée, car elle ne veut pas être perçue comme un agresseur avant qu'elle ne frappe. Elle aime les attaques surprises, et la guerre cybernétique s'inscrit parfaitement dans cette logique. Elle ne veut pas être perçue comme une menace disposant d'un grand nombre d'avions qu'elle peut déployer soudainement. Mais si l'Allemagne peut surprendre l'ennemi, ce sera plus efficace en fin de compte. Je pense qu'il s'agit là de points très importants. L'autre aspect de cette réorganisation des forces armées allemandes, que vous avez suivi un peu plus que moi au cours de l'été, c'est un nouveau rapport de l'inspecteur général de la Bundeswehr. C'est en fait le chef de l'armée allemande. C'est donc un poste très important. Mais il a prononcé ce discours, n'est-ce pas, dans lequel il disait aux recrues que dès 2029, nous voulons complètement refaire notre armée et disposer de toutes sortes de capacités radicalement nouvelles. C'est ça. Son nom est Carsten Breuer. C'est lui qui l'a dit. Je ne voulais pas essayer de prononcer son nom. C'est lui qui était chargé d'administrer les vaccins pendant la crise du coronavirus pour le compte de la Bundeswehr. Il a le grade militaire le plus élevé et l'armée est censée être subordonnée au gouvernement parce que l'Allemagne avait besoin d'une démocratie après la Seconde Guerre mondiale. Les militaires ne pouvaient donc pas être aux commandes. Mais le nouveau ministre de la Défense a légèrement modifié cette règle en disant « Ils ne peuvent pas diriger, mais je lui permets de me conseiller et je suis ses conseils ». En substance, il a donc redonné aux militaires la responsabilité de l'armée. Ainsi, si l'inspecteur général dit qu'il faut plus d'équipements militaires, le ministre de la Défense fait la promotion de ses propos, au lieu de les restreindre. Et, tout comme le ministre de la Défense, cet homme a dit que l'Allemagne doit être prête pour une guerre à grande échelle dès 2029. Il s'appuie sur certains plans de la guerre froide, où l'Allemagne était le front de la guerre entre Orient et Occident. Elle est devenue le champ de bataille. L'Allemagne de l'Ouest a donc investi beaucoup d'argent dans la capacité de mobiliser rapidement ses soldats, et maintenant Berlin veut passer à la vitesse supérieure. Par exemple, sur l'une des autoroutes allemandes qui va de l'ouest à l'est, il faut pouvoir déplacer 800 000 soldats, disent-ils. Et pour ce faire, vous devez disposer de l'aide de toutes les entreprises civiles également. Elles ont besoin d'aider. Il s'agit donc davantage d'une coopération civile avec l'industrie de l'armement et avec l'armée pour rendre possible une mobilisation à grande échelle. Alors, ils s'adaptent aux nouvelles réalités et ils disent essentiellement qu'on a besoin de la coopération de toute l'industrie civile afin de réaliser ces objectifs. Et je pense que c'est un autre point très important. Il y a un dicton qui dit que les amateurs parlent de tactique alors que les soldats professionnels, les généraux professionnels, parlent de logistique. Et c'est un peu ce que nous avons fait ici. Nous avons passé les 20 ou 30 dernières minutes à parler de systèmes d'armes, de tactique et de stratégie. Tout cela est important, mais l'infrastructure l'est peut-être tout autant. Par exemple, vos routes peuvent-elles transporter des soldats vers l'Est ? Avez-vous suffisamment d'avions de transport ? Quelles sont les dispositions prises pour nourrir une armée, l'alimenter en carburant ? C'est essentiel, et ce n'est pas aussi spectaculaire que l'achat par l'Allemagne d'avions furtifs capables de larguer des bombes nucléaires, mais c'est également très important, et ils mettent vraiment l'accent sur ce point également. Je pense que l'OTAN le faisait déjà avant la guerre. Elle a intensifié ses efforts pendant la guerre. Elle s'efforce d'unifier des éléments tels que l'écartement des voies et d'établir des cartes permettant de savoir où l'on peut conduire de gros véhicules de la France jusqu'à la Pologne, et de connaître les ponts capables de supporter un char ou les tunnels qui sont assez larges pour admettre les chars, et ainsi de suite. Ce sont des détails ennuyeux mais nécessaires si l'on veut déplacer ses troupes rapidement.
C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de régler les problèmes de déplacement des troupes en Europe. Et aussi, l'Union européenne investit beaucoup dans sa capacité de transport aérien. Mais cette dimension européenne nous amène au 5e point. Et je crois que je l'ai déjà mentionné, mais à mon avis, il s'agit de la grande histoire de la décennie dont on ne parle pas assez. Mais c'est aussi quelque chose qui est passé à la vitesse supérieure au cours des 2 dernières années. C'est-à-dire la coopération militaire entre les pays européens. L'Allemagne, une fois de plus, est entourée par d'autres pays européens, ce qui lui permet de coopérer avec eux. L'année dernière, la dernière brigade indépendante des forces armées néerlandaises a rejoint une division allemande. Donc en fait, si elle entre en guerre, cette brigade de combat néerlandaise entrera en guerre sous commandement allemand. L'Allemagne a plus ou moins avalé toute l'armée néerlandaise. Ces brigades devraient défendre le pays. Ils savent que l'Allemagne a déjà envahi par le passé. Elle a été la plus grande menace. Alors ils ont décidé de coopérer avec elle. Ils éliminent cette menace en coopérant volontairement avec l'Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont laissé les troupes allemandes passer par leur territoire, et d'autres choses de ce genre, même avant. Mais ces dernières évolutions sont vraiment importantes. Ce qui est important aussi, c'est ce qui a précédé. Les deux pays disposaient d'installations d'entraînement militaire et de programmes linguistiques. Il a fallu des décennies, en fait, pour permettre cette coopération. Alors, quand on analyse l'Allemagne et qu'on compte les brigades dont elle dispose, on oublie souvent de compter ces brigades néerlandaises, qui font d'ores et déjà partie de la Bundeswehr. Et puis je crois que la Roumanie et la République tchèque ont également des brigades de combat subordonnées. Non, c'est donc toute l'armée de terre néerlandaise. Et il y a également une brigade de chars de ces 2 autres pays. L'Allemagne en a parlé comme d'un modèle pour ce que Berlin veut faire dans toute l'Europe. Tout le monde a cette possibilité. Pour les Néerlandais, les 2/3 de leur armée s'étaient engagés avant l'invasion de l'Ukraine. La dernière brigade de combat néerlandaise s'est engagée après l'invasion de l'Ukraine. C'est donc un processus d'unification militaire à l'échelle européenne qui s'accélère. Et l'OTAN a également joué un rôle important dans ce processus, car l'Allemagne n'était pas autorisée à avoir une armée. Puis l'OTAN a été établie, et toutes les autres armées ont soudain coopéré avec l'Allemagne. Et maintenant, il y a tous ces exercices militaires dont je voudrais parler encore une fois, surtout l'exercice Air Defender 2023. Il s'agit du plus grand exercice aérien de l'histoire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pendant la guerre froide, il n'y a jamais eu d'exercice militaire de ce type. Et qui a mené ces exercices ? Il s'agissait de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle dirigé ce grand exercice ? En fait, j'ai une vidéo d'un média où l'on demande au général américain Michael Lowe pourquoi l'Allemagne dirige ce grand exercice. Pourquoi l'Allemagne dirige-t-elle cet exercice ? En vrai, je ne suis pas sûr pourquoi l'exercice est dirigé par l'Allemagne. Je sais que l'Allemagne voulait diriger un exercice pour tester à la fois sa capacité à accueillir des forces et sa capacité à assurer une interopérabilité totale avec l'OTAN. J'adore cette citation parce qu'il admet carrément, je ne sais pas, ils ont juste demandé de mener l'exercice et je suppose qu'ils veulent tester la façon dont ils peuvent travailler avec d'autres armées. Je n'y ai donc vu aucun problème et j'ai laissé cela aller. C'est tout. Et ce n'est pas la première fois non plus. J'en ai parlé dans notre bilan de la semaine. L'Allemagne est en train de construire une nouvelle base, sa première base militaire permanente à l'étranger, en Lituanie. Et je pense qu'elle s'est portée volontaire pour prendre la tête d'au moins une force opérationnelle de l'OTAN aux pays baltes. Un amiral allemand de haut rang, qui se trouvait au Japon, a été interviewé dans le cadre d'entretiens de la presse. Et tout d'un coup, il mentionne que l'Allemagne est prête à commander toutes les forces de l'OTAN dans la région balte. L'Allemagne veut commander plusieurs marines. Là encore, beaucoup de gens ont été pris par surprise. Pourquoi l'Allemagne se porte-t-elle spontanément volontaire pour assumer cette tâche ? L'Allemagne est vraiment en train de prendre l'initiative et elle cherche à diriger les divers groupes multinationaux au sein de l'OTAN d'une manière qu'aucun autre pays ne le fait. Je crois que Churchill a dit « L'Allemagne n'a pas 10 000 soldats, mais plutôt 10 000 généraux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent leur peuple à devenir des leaders. Et cette fois-ci, les troupes ne sont pas seulement allemandes, mais aussi celles des autres pays européens. Et je voudrais vous donner un autre exemple, celui de la Finlande.
l'Allemagne a fait pression pour que la Finlande rejoigne l'OTAN. Et dès que cela s'est produit, la première chose que l'Allemagne a fait, c'était d'organiser un exercice militaire avec les Finlandais et les Portugais. Et les forces allemandes ont organisé cet exercice sous la direction de l'amiral général allemand Thorsten Marx. Une autre conséquence directe de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Cela a fait de la Baltique un lac de l'OTAN. Cela a donné à l'OTAN l'occasion de repousser ses frontières vers la Russie. Il est très intéressant de voir l'Allemagne tirer parti de cette situation. Alors, pour mon 6e point, j'ai fait ce que je craignais de faire, c'est-à-dire que déjà aborder ce dont je voulais parler. C'est que l'Allemagne déplace ses forces à l'Est. Souvenez-vous, l'Allemagne a annoncé en décembre qu'elle avait signé un accord prévoyant le stationnement permanent de 5000 soldats en Lituanie. Cela brise un tabou majeur pour l'armée allemande. C'est à peu près le dernier grand tabou. Je crois que Peter Zeihan a réalisé à l'époque, en décembre, une vidéo très intéressante. Nous pouvons regarder un extrait. Les Allemands développent enfin leur capacité. 5000 soldats en Lituanie, ce n'est pas la fin du monde, mais cela signifie que la réhabilitation de l'Allemagne en tant que pays normal, qui dispose de tactiques et de stratégies militaires comme n'importe quel autre pays. Et pour cette raison, les Allemands commenceront à avoir des opinions sur les questions de sécurité. À court terme, c'est une bonne chose pour l'Alliance européenne, car la plupart des préoccupations concernent la Russie et l'Ukraine, et tout le monde est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Mais les Allemands commencent à prendre des armes et à faire ce que font d'autres pays. Cela me rappelle les 7 dernières grandes guerres auxquelles ont participé les Allemands. Après chaque défaite, il y a eu une période de désarmement. Puis elle s'est terminée et les Allemands ont repris leur tactique militaire et la situation s'est vite dégénérée. Les Allemands sont-ils donc nos ennemis ? Non, pas aujourd'hui. Les Allemands vont-ils commencer à voir le monde sous un jour différent ? Bon, c'est certain. Et cela s'est-il déjà bien terminé ? Pas du tout. C'est un point important. Je pense que c'est aussi très intéressant. À peu près au même moment, l'Allemagne a collaboré avec l'Ukraine pour perturber les élections polonaises. Il semble qu'elle ait soutenu l'Ukraine dans le conflit qui l'opposait aux agriculteurs polonais sur le prix des céréales. Cela a fini par saper le soutien au principal parti politique polonais qui était plutôt hostile à l'Allemagne. Il voulait renforcer l'armée polonaise. Il n'aimait pas vraiment le rôle de leader que jouait l'Allemagne en Europe, et les médias soutenus par l'Allemagne ont contribué à faire basculer l'élection en faveur de Donald Tusk, cet ancien homme politique de l'UE. C'est juste après cette élection que l'accord avec la Lituanie a été signé, car qui se trouve entre l'Allemagne et la Lituanie ? La Pologne. Vous avez besoin de la Pologne dans la chaîne logistique, si vous voulez établir une base allemande en Lituanie. Nous assistons donc à l'effort de Berlin d'exercer son influence à l'Est. Et aussi, Josué, je pense que vous avez un autre point à soulever, le 7e, que nous n'avons pas déjà vraiment abordé, non ? En effet, c'est peut-être l'un des points les plus controversés que je souhaite aborder. Mais il faut en parler quand même. L'Allemagne teste ses armes en Ukraine. Si vous êtes familier avec l'histoire, vous savez que pendant l'entre-deux-guerres, l'Allemagne n'était pas autorisée à tester des armes, à en fabriquer. Elle l'a donc fait en partie en Russie, en construisant des installations d'essai et en envoyant des armes pour qu'elles soient testées dans ce pays. Avant 2014, Rheinmetall travaillait sur un centre d'essai à grande échelle, parmi les plus grandes installations de ce type au monde, en Russie. Mais aussi, l'Allemagne a envoyé des armes directement en Ukraine. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir pourquoi. Par exemple, Rheinmetall a construit une usine pour pouvoir réparer les véhicules endommagés, les chars ukrainiens endommagés, comme le char Léopard par exemple. Chaque fois qu'un char est endommagé, vous en tirez des leçons. Où a-t-il été endommagé ? Quel est son point le plus vulnérable ? Comment le renforcer pour éviter que cela ne se reproduise ? Comment pouvons-nous le protéger contre les drones ? Les chars d'assaut sont donc un sujet important, tout comme la guerre des drones. Mais aujourd'hui, j'aimerais en fait me pencher encore une fois sur l'intelligence artificielle. Par exemple, le Times a écrit un article, en février,
selon lequel l'Ukraine est devenue un laboratoire de guerre pour tester l'intelligence artificielle. C'est la situation la plus dramatique, je pense, en Ukraine en ce moment, en ce qui concerne les conséquences militaires pour des guerres à plus grande échelle. Ce qui est testé en Ukraine sera les outils qui seront utilisés à plus grande échelle dans le monde et dans les guerres futures, car c'est l'opportunité que les gens voient aujourd'hui. Comment l'IA transforme-t-elle le champ de bataille militaire ? Encore une fois, l'Allemagne a hésité à envoyer un grand nombre de ses équipements lourds qui auraient aidé l'Ukraine à remporter la victoire. Mais je tiens à souligner ici 2 entreprises qui ont travaillé en Ukraine. Pas de façon directe, mais en aidant l'Ukraine et en avançant les innovations militaires comme aucune autre. Par exemple, la société GmbH. Pour ceux qui ne connaissent pas les sociétés allemandes, Helsing GmbH, cet acronyme veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une société, d'une entreprise, non ? C'est ça. C'est juste pour dire qu'il s'agit d'une société. C'est un acronyme ennuyeux et je ne peux même pas le prononcer entièrement. C'est une société allemande, basée à Munich, et je pense qu'elle a été créée en 2020. Les gens ne la connaissent pas vraiment, mais elle a déjà reçu des commandes à grande échelle des forces armées allemandes, y compris un grand investissement dans l'avenir de l'armée de l'air, où elle travaille en collaboration avec la France et l'Espagne. On a demandé à cette entreprise de réaliser une partie du travail sur l'intelligence artificielle et d'autres choses de ce genre. Il s'agit donc d'une entreprise importante, même si elle n'a démarré que récemment et que personne ne la connaît. Mais dès le début de la guerre, l'Allemagne a profité de la situation en Ukraine pour proposer son aide en matière de drones. L'Allemagne s'est donc occupée des aspects techniques à bien des égards, y compris en utilisant l'intelligence artificielle pour les faire progresser. Berlin a conclu un accord officiel avec le ministre ukrainien des industries stratégiques, à l'époque, et cela sert de base à la coopération dans ce domaine. Une autre entreprise notable, c'est Quantum Systems, qui vend à l'Ukraine des drones de renseignement. Là encore, vous pouvez les utiliser à des fins civiles, mais aussi à des fins militaires. L'Ukraine a eu l'occasion parfaite de les utiliser dans un contexte militaire, car ils peuvent espionner l'approche des forces russes, ce qui permet à l'Ukraine de s'y préparer. Il s'agit donc d'éléments cruciaux, et l'Allemagne teste beaucoup d'appareils, surtout en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la guerre des drones, ce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Et cette entreprise travaille également avec l'armée américaine, ce qui montre que ces technologies sont déjà utilisées par les forces armées les plus modernes du monde. Et il n'y a pas que l'Ukraine. Nous voyons beaucoup de nouvelles armes en Ukraine. Mais si vous regardez par exemple le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui se déroule en même temps, il n'est pas d'un niveau aussi élevé, mais les drones y ont joué un rôle important. De nombreux pays commencent à se réveiller et à se dire que les guerres que nous mènerons à l'avenir ne seront pas une répétition de l'invasion américaine de l'Irak. Certains aspects ont fondamentalement changé. Il est donc très révélateur de voir l'Allemagne travailler dur pour être à la pointe de ce changement technologique et essayer d'apprendre tout ce qu'elle peut sur la manière de gérer ce nouvel espace de combat et ces nouvelles technologies. Et les essaims de drones sont considérés comme plus dangereux que les armes nucléaires d'une certaine manière. Imaginons qu'on produise des millions de minuscules drones à un coût minime, puis on les envoie en essaim contre un porte-avions. Alors, ce porte-avions, qui coûte des milliards de dollars, aura du mal à se défendre, non ? Comment peut-il abattre des centaines de drones ? Si vous lancez ensuite un missile contre ce même porte-avions, juste après ou pendant l'attaque de cet essaim de drones, les choses ne finiront pas bien pour ce porte-avions. C'est un point important, qui soulève la question de l'intelligence artificielle. Personnellement, je suis un peu fatigué d'entendre toutes les entreprises parler d'IA, parce que tant d'entreprises mettent l'IA dans leur nom et ainsi de suite, et cela fait monter le cours de leurs actions, mais c'est stupide et ne signifie vraiment rien. Il s'agit purement d'une question d'image, et je pense que cela peut ternir la réputation de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Mais en réalité, si vous dépensez, disons, 100 millions pour un avion de chasse de type F-35, vous n'achèterez pas beaucoup d'avions. Mais si vous êtes dans une position où vous construisez des drones pour 10 000 $ ou même moins, vous allez en produire des milliers et des milliers. Ensuite, la question se pose. Comment les contrôler ?
Si vous avez un essaim de 10 000 drones, ou même de 1000 drones, vous n'aurez évidemment pas d'opérateur humain pour diriger chaque drone. Vous avez donc besoin d'une technologie informatique capable de réagir rapidement. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. On en a besoin. C'est en quelque sorte une conséquence automatique des changements que nous observons sur le champ de bataille. Il ne s'agit pas seulement des drones, mais aussi de l'évolution des technologies de l'information et du recours au piratage. Et maintenant, le fait d'essayer d'interrompre la communication des drones ennemis devient un facteur critique du succès sur le champ de bataille. Tout est technologisé et tout est interconnecté. Les drones, l'intelligence artificielle, tout cela joue un rôle beaucoup plus important sur le champ de bataille. Et l'Allemagne observe cette tendance de près. Et il y a aussi la question de réglementation. Par exemple, si l'intelligence artificielle peut décider qui vit et qui meurt, c'est dangereux. Alors, les Européens veulent conclure un accord international dans lequel tout le monde s'engage à ne pas utiliser cette technologie pour tuer des gens. Mais quiconque propose un tel accord doit se rendre compte que les personnes qui veulent l'utiliser aux fins violentes ne s'engageront pas à respecter cette réglementation, à l'exception peut-être des États-Unis. Mais c'est toujours celui qui propose les réglementations que l'on doit surveiller le plus attentivement. J'ai l'impression que c'est l'astuce que l'UE a toujours utilisée contre le Royaume-Uni. On a fait telle et telle règle, puis tout le monde les enfreignait sauf les Anglais. C'est comme l'énorme scandale d'émissions qui a secoué Volkswagen. Ou bien il y a l'Italie. Chaque fois qu'elle n'aime pas une certaine règle, elle l'ignore. Bon, alors que nous abordons certains de nos derniers points, il s'agit de changements qui sont en cours, mais qui sont peut-être un peu plus tournés vers l'avenir. Mon 8e point est que la guerre en Ukraine a attiré notre attention sur le vide en matière de leadership en Europe. Vous pouvez procéder à toutes sortes de changements militaires, mais vous avez besoin d'un leader fort derrière eux. Et je pense que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en Ukraine en sont la preuve. Je dois préciser que je ne considère pas ces deux hommes comme de grands au même titre que Winston Churchill. Je parle plutôt du simple fait qu'ils aient une forte personnalité et qu'ils soient visibles, et je pense que nous pourrions les qualifier ainsi tous les deux. C'est ce qu'il faut pour mener une guerre. Beaucoup de gens disent que Poutine a commis une erreur en déclenchant cette guerre. C'est peut-être le cas. Mais c'est quand même une figure, une personnalité forte qui domine l'actualité mondiale, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Europe. Cette guerre a vraiment mis en lumière le manque de leadership en Europe. La cote de popularité du chancelier Olaf Scholz s'est effondrée. Personne n'aime vraiment l'ensemble de la coalition allemande. Beaucoup de gens se disent qu'ils ont besoin d'un leader fort. Je crois qu'il a participé à une émission politique et a dit « Ce qui m'effraie vraiment, c'est la prééminence de la géopolitique dans la pensée du président russe. » À l'époque, et c'était il y a environ 1 an, une grande partie de la classe politique allemande s'est demandé si le chancelier venait de dire qu'il craignait Vladimir Poutine. Dans la presse, certains ont fait remarquer que même Neville Chamberlain n'a jamais dit qu'il avait peur d'Adolf Hitler. Même Chamberlain n'a jamais admis avoir peur d'Hitler. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Eh bien, nous avons besoin de quelqu'un de différent ». Un homme politique du Parti vert, qui fait partie de la coalition de M. Scholz, a déclaré que cette déclaration était bouleversante. Chaque fois que le monde le voit, on peut constater qu'il est effrayé et accablé, a-t-elle écrit. L'Allemagne a fait sa grande annonce, son vent de changement, ou quelle que soit l'expression allemande, le fonds de 100 milliards, et les gens l'ont adoré. Ce fut probablement le point culminant du mandat d'Olaf Scholz. Il a été ovationné par les 2 chambres du Bundestag, mais il n'a rien entamé d'aussi audacieux par la suite. On a vraiment senti cet appétit pour un leadership audacieux et beaucoup de gens ont aimé le peu qu'ils avaient vu. Mais Olaf Scholz n'a jamais vraiment fait suite à ce qu'il a promis de faire. Nous assistons donc à un vide et je pense que toutes ces choses sont des façons dramatiques que la prophétie a déjà été accomplie dans cette crise. Et dans ce domaine, il y a également d'autres prophéties qui restent à être accomplies. En 2014, M. Fleury a écrit « Une deuxième prophétie importante qui sera réalisée par l'invasion russe de l'Ukraine est l'arrivée d'un nouvel homme fort en Europe. » C'était au moment de la première invasion russe, en 2014. Il poursuit « Un nouveau leader est sur le point d'entrer en scène, une sorte de Vladimir Poutine européen. C'est ce dont l'Europe a besoin pour s'unir afin d'avoir la force et l'unité d'objectifs nécessaires pour affronter la Russie.
La nouvelle peur que l'Europe éprouve à l'égard de la Russie va jouer un rôle majeur en accélérant la réalisation de cette prophétie. Voilà sa prévision, et je pense que nous sommes en train de la voir se réaliser. Nous voyons déjà le désir pour ce leader fort, et cela s'appuie sur ce qu'Herbert Armstrong a écrit des décennies plus tôt dans La pure vérité de 1950. Il a écrit « L'aspect le plus important, c'est la perspective que Washington va à la dérive. Elle profère des paroles dures, mais n'agit pas. Les nations d'Europe, directement dans l'ombre du grand ours russe, deviennent très inquiètes, se méfient des États-Unis et pensent de plus en plus à s'unir pour devenir les États-Unis d'Europe. Il ne manque plus que le nouveau chef suprême se lève, s'affirme et prenne le commandement. Le décor est planté. Alors que nous sommes au bord de la guerre avec la Russie, le véritable danger reste ces États-Unis d'Europe qui ressusciteront l'ancien empire romain. Et pourtant, nous ne sommes même pas conscients de ce danger. Cela augmente donc le désir pour un leader fort. Et nous en avons déjà eu un petit avant-goût. Au début de l'année 2023, une femme ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a pris ses fonctions. Elle a été ridiculisée pour avoir envoyé 5000 casques à l'Ukraine alors qu'elle avait besoin de chars. Et ce sont les médias qui ont exercé une forte pression sur elle. Puis, elle a démissionné. Le lendemain, le 17 janvier, il a été annoncé que Boris Pistorius prendrait la tête du ministère de la Défense. Alors qu'il a pris à ses fonctions, il a déclaré que 100 milliards d'euros pour l'armée n'étaient pas suffisants. Et tout le monde l'a acclamé en réclamant encore plus de fonds et davantage d'emphase sur la défense. On l'a félicité pour sa décision. Depuis lors, il est l'homme politique allemand le plus populaire à l'heure actuelle. Vous voyez donc que les désirs de la population en matière de leadership ont changé. Les Allemands ont un peu goûté au vrai leadership. Et soudain, il devient le ministre de la Défense le plus populaire, l'homme politique le plus populaire. Et tout ce qu'il veut, les Allemands le soutiennent, même s'il dit que l'Allemagne doit devenir capable de faire la guerre, ce qui signifie que notre peuple, nos enfants, doivent aller mourir dans une guerre pour nous défendre. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens étaient réticents à la perspective d'une nouvelle guerre, et surtout après avoir été envahis par les Russes, évidemment, car les Russes ont été brutaux, surtout sur la population civile allemande. Mais lorsque les Russes ont riposté, ils ont été encore plus brutaux avec la population allemande. Mais aujourd'hui, la population allemande célèbre un dirigeant qui dit qu'il faut être prêt à se battre. Je suis en train de regarder les derniers sondages d'opinion sur les dirigeants allemands, et selon ces statistiques d'avril 2024, Boris Pistorius est le seul à avoir une cote de popularité positive. Comme je l'ai précisé, ces statistiques datent d'avril 2024 et ne concernent que les politiciens actuellement au pouvoir. C'est aussi le cas de Markus Söder et des principaux leaders de l'opposition en Allemagne. Le seul qui est perçu favorablement est Boris Pistorius, le ministre de la Défense, qui prend une ligne dure. Il y a clairement un désir pour ce genre de leadership. Alors, cela nous amène au 9e point que vous alliez aborder, je crois, sur la façon dont l'Allemagne perçoit son armée et comment cette perception est en train de changer. En effet, l'un des points les plus importants dont on ne parle pas assez est la façon dont l'Allemagne perçoit ses forces armées. On parle ici d'un changement dans la perception globale de l'armée. Nous avons déjà parlé de leur perspective sur le leadership militaire, mais un autre point important est la façon dont l'Allemagne perçoit son industrie de l'armement. C'est cette industrie qui a permis à l'Allemagne d'entrer dans les Premières et Secondes Guerres mondiales. C'est elle qui a financé l'ascension d'Adolf Hitler. Cette même industrie, et aussi certaines des mêmes entreprises, qui n'ont même pas pris la peine de changer de nom. C'est le cas de Rheinmetall. Ils n'ont même pas changé les noms de leurs chars. Lors de la Seconde Guerre mondiale, par ailleurs, on nommait les chars selon des animaux sauvages, tout comme aujourd'hui. Alors, cette tradition militaire se perpétue. Par le passé, il y avait un certain sentiment de honte lorsque quelqu'un travaillait pour ces fabricants d'armes. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui travaille dans l'industrie civile, en l'occurrence dans le développement de capteurs optiques, au sein d'une entreprise très avancée.
Et maintenant, certains au sein de cette entreprise parlent ouvertement d'accepter un contrat de l'industrie militaire, et j'ai vu des gens de Rheinmetall sur des vidéos affirmant que maintenant ils peuvent parler ouvertement du travail qu'ils font, comme si c'était quelque chose de positif, compte tenu de leur histoire. La perspective actuelle est donc très différente, à savoir que l'on perçoit ces industries de guerre comme une force protectrice. Donc, au lieu de considérer que l'industrie militaire allemande a contribué aux souffrances de la population, ils croient de plus en plus que cette industrie les sauvera lors d'un temps difficile. C'est un exemple très fascinant d'un changement total qui s'opère partout dans la société allemande. Et je pense que l'on voit certains de ces changements se produire au niveau politique aussi. Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence que cela se produise depuis l'invasion de l'Ukraine. Le 25 avril de cette année, la Bundeswehr a voté la création d'une journée annuelle des anciens combattants, qui aura lieu chaque année le 15 juin. Cela n'avait jamais été fait auparavant, car qui sont les anciens combattants en Allemagne ? Avant, il y avait principalement des soldats qui avaient combattu pour les nazis, et il n'y a donc pas eu de journée des anciens combattants. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on assiste à un nouveau changement de point de vue. Les soldats, les militaires, sont ceux qui assurent notre sécurité. Le 15 mai, des célébrations préliminaires ont eu lieu à Berlin. L'Union chrétienne démocrate a présenté sa proposition qui consiste, je pense, à multiplier les images militaires et patriotiques affichées au sein du Bundestag, afin de renforcer le sentiment de patriotisme chez les hommes politiques. Elle a également insisté sur la nécessité d'instaurer davantage de jours de commémoration militaire. C'est donc moins tangible et c'est pourquoi nous devons nous tourner davantage vers des anecdotes, comme lorsque les gens remarquent un changement de perspective au sein de la société allemande. La société allemande change de façon réelle et importante. Il s'agit d'un changement dans la façon dont l'Allemagne perçoit son armée et ce changement s'opère au sein de la société allemande. Et cela se produit à cause de l'invasion de l'Ukraine. Nous en arrivons donc, une fois de plus, à une situation qui rend l'armée allemande beaucoup plus utilisable, beaucoup plus intégrée à la société et qui en fait un outil qui sera plus utilisé à l'avenir qu'il ne l'a été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les exemples que vous venez de souligner aujourd'hui montrent qu'il s'agit d'un changement stratégique. Il s'agit d'une réponse à l'Ukraine. Mais l'Allemagne a aussi une histoire de guerre de propagande, et cela a toujours commencé avec le peuple allemand. Il s'agit d'un changement systématique, encapsulé dans le mot allemand Kriegstüchtig, qui signifie être capable de faire la guerre. Il ne suffit pas de dire qu'elle est capable de se défendre. C'est un petit changement, mais cela change votre mentalité. Et même le ministre allemand de la Santé, M. Lauterbach, a déclaré que le système de santé allemand, qui est l'un des plus avancés au monde, car il reçoit beaucoup de fonds, devra être prêt à aider tous les soldats et à prendre en charge toute victime civile. Alors, on ne cesse de voir ce même récit. Et ce n'est pas comme si la Russie était sur le point d'envahir l'Allemagne. L'Allemagne a une population 2 fois plus grande. Elle dispose d'armes nucléaires américaines. Il y a aussi la Pologne qui sépare l'Allemagne de la Russie. Et aussi, la Russie a du mal à s'emparer de l'Ukraine. Elle ne sera donc pas en mesure de s'en prendre à beaucoup d'autres pays en ce moment. La menace n'est donc pas imminente. Mais à en juger par les médias, on peut voir que l'Allemagne se prépare à la guerre. Et notre dernier point concerne toute une série de pays européens qui se préparent à la guerre. Il s'agit de la réintroduction de la conscription. Je pense que c'est quelque chose de très tangible et de très mesurable, car toute une série de pays ont mis fin à la conscription après la guerre froide et la rétablissent aujourd'hui. Je pense que la Lituanie a été l'un des premiers pays à le faire. En 2015, elle a rétabli le service militaire obligatoire en raison, je cite, de l'évolution de la situation géopolitique. Ils ont donc déjà agi. La Suède a enrôlé 7000 recrues en 2024 et compte en enrôler 8000 l'année prochaine. La Lettonie a aboli le service militaire obligatoire en 2006, mais l'a rétabli en janvier, je crois. La Norvège double son budget de défense. Elle enrôlera 20 000 conscrits. Et aussi, l'Allemagne elle-même parle de plus en plus de la conscription. L'Allemagne a mis fin à la conscription en 2010 ou 2011, je crois. Le 12 juin, Boris Pistorius a annoncé qu'ils allaient envoyer un questionnaire à tous les jeunes hommes. Ils devront répondre à ce questionnaire.
Je pense que les femmes peuvent le faire si elles le souhaitent. Ce questionnaire portera sur leur intérêt et leur capacité à servir dans l'armée. Ensuite, l'armée examinera les résultats de ce questionnaire pour sélectionner les recrues qui participeront à un service de 6 mois, avec la possibilité de prolonger volontairement leur service à 2 ans. En somme, de plus en plus de pays européens disent qu'ils ont besoin de gonfler les rangs de leurs forces armées, qu'ils ont besoin d'une armée plus importante, et en tant que solution, ils ont ressorti quelque chose qui était considéré comme une relique archaïque de la guerre froide. Et dans le cas de l'Allemagne, ils disent que le fonds de 100 milliards ne suffira pas. L'ancien ministre allemand de la Défense, qui a mis fin à la conscription, a essentiellement déclaré que le pays devrait se concentrer sur les guerres à l'étranger et que l'enjeu principal n'est plus la défense de l'Allemagne elle-même. C'est du passé. Mais il a dit que si jamais la conscription serait réintroduite, l'armée aura besoin de dizaines de milliards d'euros. Prenons aussi par exemple l'Égypte ou Israël, qui ont la conscription mais avec un budget plus restreint. Israël peut évidemment le faire avec un budget beaucoup plus réduit. Mais cela revient à dire qu'il faut un changement de mentalité chez le peuple allemand. Maintenant, tous doivent être préparés à la guerre et nous devons y consacrer davantage de fonds. Voilà donc notre liste des 10 points sur comment l'Europe est en train d'être transformée suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Et je pense que ce qu'il faut souligner ici, c'est que si vous prenez un peu de recul, il est vraiment impressionnant de voir à quel point l'Europe a changé. Et comme nous l'avons dit au début, ces changements ont été prévus de manière spécifique. Herbert Armstrong et maintenant M. Gerald Fleury ont tous deux déclaré qu'il fallait s'attendre à ce que l'Europe change en raison de l'agression russe, et ce de manière très spécifique. Et c'est exactement ce que nous avons vu se passer. Cela s'est déjà produit. Certes, il reste encore des choses à faire, mais beaucoup de choses se sont déjà produites. Et ces hommes n'ont pas dit cela en raison d'une analyse géopolitique supérieure. Tout ce qu'ils ont dit s'appuie sur la prophétie biblique. C'est pourquoi il est important de prendre du recul et de voir comment cela s'est déjà produit, car cela montre que l'on peut s'appuyer sur la prophétie biblique. Dans le monde, on peut facilement trouver toutes sortes de cinglés qui ont leur propre version de ce que veut dire la prophétie biblique. On les voit parfois dans les journaux. Le journal anglais Daily Express publie parfois leurs pronostications. Il y a toujours des articles qui portent sur la lune de sang et ainsi de suite. Il y a beaucoup de théories qui circulent, et certaines d'entre elles sont un peu bizarres et farfelues. Mais nous vous parlons aujourd'hui de déclarations faites dans la prophétie biblique qui se sont déjà avérées. Si vous regardez le chapitre 13 de l'Apocalypse, il lit la prophétie d'une puissance bestiale, qui est en fait une résurrection de l'ancien empire romain. La suite de l'Apocalypse 13 indique clairement qu'il s'agit d'une puissance dominée par une église, un pouvoir religieux. Mais il est dit au verset 4 « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Donc, si vous pouvez comprendre l'identité de cette puissance de la bête, si vous pouvez vérifier quel est le contexte, vous pouvez savoir qu'il est question d'une grande puissance guerrière. Et Herbert Armstrong avait un livre dans lequel il montrait cette bête désigne très clairement cette puissance européenne. Sur la base de cette prophétie, il a fait ses prévisions que l'Europe deviendrait une grande puissance militaire. Mais en fait, la Bible est comme un puzzle. Elle comporte de nombreux éléments et passages distincts qui donnent toutes un peu plus d'informations sur un sujet donné. Apocalypse 13 nous éclaire sur un aspect seulement de l'Europe. Il y a d'autres passages prophétiques qui parlent des relations russo-européennes. M. Armstrong faisait cette analogie d'un puzzle, et c'est très apte, parce qu'il peut être très difficile d'assembler les différentes pièces du puzzle. Mais une fois que quelqu'un l'a fait pour vous, vous pouvez très facilement vérifier que c'est correct. Vous n'avez pas besoin de croire l'autre personne sur parole lorsqu'il dit que ces pièces du puzzle s'emboîtent. Vous pouvez regarder et dire « Ah oui, je vois l'image, elle s'emboîte parfaitement. » Dieu a révélé cette vérité à M. Armstrong, puis à M. Fleury, dans ce temps de la fin. Mais vous n'êtes pas obligé de les croire sur parole. Vous pouvez voir les pièces du puzzle, et comment ils s'emboîtent. Vous pouvez vérifier par vous-même, et voir que ces affirmations se sont déjà avérées. J'ai en fait un livre à vous conseiller, si vous vous intéressez à ce sujet,
et si vous souhaitez en savoir plus sur ses prévisions. C'est un petit livret, une petite brochure qui s'intitule « Il avait raison ». Cette brochure se penche sur les déclarations faites par Herbert Armstrong sur la base de la vérité révélée et qui se sont déjà avérées. Certaines d'entre elles concernent l'Europe. Il a prédit, par exemple, que les pays situés derrière le rideau de fer et dominés par l'Union soviétique se sépareraient en fin de compte et qu'ils s'allieraient à l'Allemagne. C'est ce qui s'est passé. L'Allemagne construit actuellement une base militaire dans l'un de ces pays. Vous pouvez donc vérifier et prouver que ces prophéties se sont déjà réalisées. Tout récemment, j'ai pensé à ce livre. Il avait raison. Mon grand-père était dans l'Église universelle de Dieu sous la direction de M. Armstrong. En fait, avant cela, dans la Seconde Guerre mondiale, il a été appelé sous les drapeaux à l'âge de 17 ans. Puis il s'est retrouvé en captivité en Russie, l'une des captivités les plus brutales de l'histoire, évidemment. Il a fait des cauchemars jusqu'à sa mort en raison de cette expérience. Mais lorsqu'il est rentré dans l'Église, il a appris la vérité des prophéties bibliques et ce que M. Armstrong avait prédit. Et il a partagé ce qu'il avait compris avec d'autres personnes. Récemment, lors d'un voyage en Allemagne, où j'ai parlé à une dame âgée qui était en contact avec lui. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle s'est souvenue d'une chose que mon grand-père lui avait dite. Selon elle, mon grand-père aurait dit que si la Russie ne se repente pas, elle envahira à nouveau un autre pays. C'est donc quelque chose que les gens ne croyaient pas. Beaucoup de gens ont même pensé, lorsque Vladimir Poutine a pris le pouvoir, qu'il allait changer cette mentalité de guerre froide en renforçant la coopération avec l'Europe et qu'il n'aurait plus jamais un monde comme pendant la guerre froide. Mais cette déclaration de mon grand-père était assez unique pour qu'elle s'en ait souvenue. Mon grand-père est mort il y a 23 ans. Mais jusqu'à ce jour, cette dame, qui n'a aucun contact avec l'Église dont nous faisons partie, s'est souvenue de cette déclaration, et elle l'a vue se produire devant ses yeux. C'était donc un de ces moments où j'ai vu que les gens peuvent entendre notre message, et des années plus tard, ils peuvent voir les prophéties de la Bible se réaliser. Parfois les gens ont le sentiment que certaines de ces prophéties et prévisions ne se réaliseront pas ou ne sont pas crédibles. Elles semblent impossibles. Mais comme vous l'avez souligné, si vous remontez le temps 10, 15, 20 ans, combien de personnes auraient dit que les événements mondiaux auxquels nous assistons aujourd'hui seraient impossibles? Par exemple, une guerre terrestre à grande échelle en Europe et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a 20 ans, beaucoup de gens auraient rejeté cela comme quelque chose de presque impossible. C'est pourquoi, lorsque ces prévisions s'avèrent être exactes, elles nous rappellent qu'il ne faut pas rejeter les prévisions de ce qui est à venir. Il faut vérifier et ensuite regarder ce que dit la prophétie. Car nous disposons effectivement de beaucoup de détails en ce qui concerne les prochaines évolutions de la situation, et même sur les personnages qui pourraient bien remplir, par exemple, le rôle d'homme fort en Allemagne et répondre à ce désir pour un dirigeant fort. Et M. Fleury a attiré l'attention sur l'ancien ministre allemand de la Défense, Karl Theodor zu Guttenberg, en tant qu'un candidat probable à remplir ce rôle. Effectivement, et bien qu'il ait quitté la politique en 2011, M. Fleury le considère toujours comme l'homme à observer. Et récemment, il est devenu de plus en plus visible publiquement. On lui demande ce que l'Allemagne doit faire, et s'il est d'accord que l'Allemagne doit augmenter ses capacités. En fait, il a été le premier à déclarer que l'Allemagne était déjà engagée dans une guerre, et c'était lors de la guerre en Afghanistan, et la mission que l'Allemagne y a menée. Ce n'était pas vraiment une guerre entre deux États dans le sens propre du mot, mais il a déclaré que les soldats avaient l'impression d'être dans une guerre offensive. Et c'est lui qui a essayé de changer la mentalité allemande, car avant, les Allemands voulaient combattre seulement dans une guerre défensive, tout en investissant dans la défense afin d'éviter une invasion russe. Mais M. Guttenberg s'est opposé à cette mentalité, affirmant que l'Allemagne devait penser de façon militaire et géopolitique, et que les menaces ne se limitaient pas à l'intérieur du pays. Il a prôné une approche offensive sur tous les fronts afin de contrer toutes les menaces. M. Fleury a parlé de nombreuses prophéties bibliques qui précisent que l'Allemagne aura un chef militaire particulier. Et avec l'avènement de M. Guttenberg, il s'est appuyé sur ces prophéties lorsqu'il disait que cet homme allait monter en puissance. Et depuis 13 ans maintenant, même après que Guttenberg a quitté le pouvoir,
il continue à souligner ses prophéties et à observer cet homme. Ainsi, lorsqu'il arrivera au pouvoir, ou bien un homme similaire à lui, vous pourrez vous souvenir de cette prophétie. Il y aura beaucoup de moments à l'avenir où nous nous souviendrons de ces prédictions avérées. Alors, je vous laisse avec une dernière citation de Herbert Armstrong. En 1981, il a écrit « Lorsque le Saint-Empire romain arrivera, cela se produira soudainement. Ce sera rapide, au point de vous couper le souffle, et le monde entier sera saisi d'admiration et d'émerveillement lorsqu'il verra ces prophéties se réaliser. 10 nations en Europe, probablement 5 d'entre elles à l'ouest, 5 à l'est, ressusciteront le Saint-Empire romain du Moyen-Âge. Nous sommes sur le point de voir cela se produire. Tant de prophéties se sont déjà réalisées. Ne soyez pas pris au dépourvu lorsque tout cela se réalise subitement. Profitez de l'occasion de vérifier les prophéties bibliques par vous-même et de comprendre ce qui adviendra ensuite. Et notre brochure, il avait raison, est une excellente façon de commencer. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, latrompette.fr pour la télécharger, et vous pouvez même commander une copie imprimée sans frais qui vous sera envoyée pour que vous puissiez vraiment l'étudier. Ainsi, vous pouvez vraiment prouver la Bible et la Bible prendra vie. Merci beaucoup à vous, Josué Michel, d'être avec nous aujourd'hui et pour tout le travail que vous avez fait dans cette liste des 10 points. Je pense que cet épisode a été tellement fascinant. Merci beaucoup, j'ai bien aimé notre discussion ensemble. Et nous sommes encore assez nouveaux quand même. Nous sommes encore en train d'expérimenter. Les premières émissions du mercredi, nous avions cette routine de 3 segments. Cette semaine, nous avons essayé quelque chose d'un peu différent. Nous avons approfondi un seul sujet pendant toute la durée de l'émission. Et vous pouvez entrer en contact avec nous et nous faire savoir ce que vous aimez. Si vous en avez assez de ce sujet au bout d'une vingtaine de minutes, nous voulons savoir. Si vous souhaitez que nous fassions ainsi à l'avenir, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir. Vous pouvez nous laisser des retours sur YouTube. Vous pouvez nous envoyer un mail à lettres à latrompette.fr. N'oubliez pas non plus de mettre un like et de vous abonner, car cela nous aide vraiment à diffuser plus largement cette émission. Merci beaucoup à Georges Haddad pour la production de cette émission aujourd'hui. Nous serons de retour bientôt. D'ici là, continuez à observer votre monde.